Allô tout le monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on se parle de comment créer et recréer des liens. À une certaine époque, chaque moment de la vie était intimement lié aux autres. Tout était une affaire de famille, une naissance, un mariage, un choix professionnel. Chaque membre de la famille prenait part aux décisions importantes des autres. Aujourd'hui, pour certains, la famille a perdu de son prestige. La société dans laquelle nous vivons donne de plus en plus de valeur à l'individu lui-même. Est-ce que ça signifie pour autant que nous sommes capables de vivre sans les autres? On peut avoir le besoin d'être seul ou le sentiment d'être seul, mais on a besoin des autres. Quelques rares personnes apprécient la vie en solitaire, mais la plupart des individus aiment se sentir entourés, aimés et appréciés car l'être humain est un être social. Avec notre invité aujourd'hui, on va découvrir des trucs pour créer des liens. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Paul Lévesque. Bonjour! Bonjour, quel bonheur d'être avec toi, Emmanuelle. Oui. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation à collaborer à ce balado C'est dans ta tête. Donc, Madame Lévesque, pour résumer votre expérience professionnelle, vous êtes éducatrice spécialisée et spécialiste en modification du comportement, conférencière, auteure, chroniqueuse radio. Vous avez également le blog Enfants sages, parents brillants. Ça va être très intéressant de jaser avec vous de comment créer et recréer des liens. Pour mettre quelque chose au clair aussi, tout de suite en partant, on s'était dit qu'on se tutoyait, donc je vais changer mon vous pour le tu. Absolument. Oui, j'avais une petite inquiétude, mais le tu me convient très bien pour une discussion chaleureuse. Oui, parfait. Donc, c'est ça, on va se le dire, avec la pandémie au travers laquelle on vient de passer, ou en tout cas, j'espère qu'elle achève, elle nous a fait réaliser à quel point les liens étaient importants. Il y a eu beaucoup de personnes isolées qui en ont souffert. On a aussi vu des positions se polariser sur Internet, beaucoup de confrontations. Bref, les liens en général se sont transformés avec la pandémie. Puis l'isolement aussi s'est révélé comme étant un des éléments les plus importants de cette crise sanitaire-là. Mais j'aurais envie de poser d'emblée comme question, comment on peut arriver à rebâtir les liens puis à les entretenir aussi par la suite? Écoute, Emmanuelle, quand tu m'as fait un petit coucou, d'abord, j'étais très heureuse de ton invitation et je me suis questionnée moi-même. Avant d'être capable de se positionner par rapport aux autres, on se positionne par rapport à tout ce qui est arrivé. Et j'avais envie aujourd'hui qu'on réponde à la question, pas juste par rapport à la pandémie, parce que dans la vie, il arrive toutes sortes d'événements qui vont faire que des liens vont se briser, vont s'effriter. On peut penser que la pandémie est une catastrophe en soi, mais dans la vie, c'est le fun quand on prend un sujet et qu'on peut l'asseoir sur plusieurs chaises. Combien de personnes ont eu des liens familiaux brisés, mais pas juste durant la pandémie? Pense juste à un héritage, là, une espèce de mort de maman, papa, des amitiés. Même qu'au niveau des burn-out, on remarque que quand on fait des études, qu'il y a bien sûr la tâche, la lourdeur de la tâche, le nombre d'heures passées, mais il peut y avoir aussi et surtout la puissance des liens. Quand il y a des liens solides, des liens qui nous nourrissent, on passe à travers les épreuves plus facilement. Donc, aujourd'hui, effectivement, je me suis questionnée sur comment on fait pour créer des liens dans notre vie, les recréer lorsqu'il arrive un tsunami. On prend comme exemple. Et j'ai divisé ça en 4 parties. Et tu sais, pour compléter ta présentation, Emmanuelle, moi, souvent, je me dis que je suis un virus positif. Tu sais, moi, je veux être un virus contaminant. Je veux contaminer le plus positivement possible. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, l'idée, c'est peut-être que les gens ne seront pas nécessairement d'accord, mais c'est comme un rendez-vous pour le cœur où on va s'attarder à réfléchir ensemble en humains qui ont envie d'aller. C'est pas parce que ça va bien que ça ne peut pas aller mieux. Ouais, donc, c'est ça. Donc, 4 éléments qui parlent de comment recréer des liens. Avant d'aller vers l'autre, il faut aller vers soi. Il faut travailler sur comment se reconstruire ou comment mettre en place un système qui va te permettre d'aller vers l'autre et de reconstruire un lien. Donc, il y a travailler la tête, ça c'est les pensées. On pourra regarder, les gens vont découvrir que je suis assez plancher des vaches, donc on va vraiment regarder comment on fait
C'est pas juste une théoricienne, mais comment Ouais. je fais le matin pour travailler au niveau des pensées, au niveau du cœur, qui est la gestion des émotions, au niveau du corps, qui est l'attitude et le comportement, et au niveau de l'environnement, c'est-à-dire comment je perçois et mets en place un environnement favorisant pour recréer des liens. Donc, c'est ces 4 éléments-là qu'on va mettre en évidence pour travailler des éléments essentiels à la construction ou la reconstruction, parce que ça fait 15 mois, Emmanuel, qu'on dit « touche pas, approche-toi Ouais. pas ». C'est ça. Tu vois quelqu'un qui prend une marche, tu as envie de te jeter dans le fossé, tu sais, je veux dire, et même pour les enfants. Puis j'ai envie de dire que ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est pas juste pour les adultes, Non. c'est pour les ados, c'est pour les enfants, c'est pour les aînés, c'est pour tout le monde, Ben, parce c'est que ça. tout le monde en a besoin. Oui. Oui, puis tu donnes l'exemple, tu sais, de se garrocher dans le fossé pour se protéger, mais justement, c'est un peu ça aussi que je me dis, puis que j'ai une crainte par rapport à ça, c'est d'avoir emmené une espèce de sentiment, tu sais, de recul face aux autres, de pas être trop proche, de faire attention, mais tu sais, je me dis, c'est pas bien de rester dans cette anxiété-là puis cette peur-là. Il faut essayer d'apprendre justement à y retourner de comment on était avant puis de rebâtir nos liens. Fait que ça va être super intéressant. Puis c'est effectivement applicable à pas juste en lien avec la pandémie, parce que Oui. ça me faisait bien que penser aux hommes aussi. Quand ils vivent une rupture, souvent on voit, un modèle où est-ce que l'homme, sa seule confidente, c'était sa femme. Oui, il y a comme plein d'amis, plein de chums de gars au hockey ou peu importe, mais quand il a perdu sa femme, c'est comme s'il avait perdu son repère, puis c'est comme s'il n'y avait plus rien autour, mais ça va être des aider eux aussi à comprendre, comment je pourrais rebâtir des liens autrement. Fait que c'est super intéressant de l'appliquer at large, comme on dit. Oui, oui, puis tu sais, selon les stats, on voit, puis il peut y avoir des exceptions à toute règle. Chez les hommes, il peut y avoir une tendance à ce que son lien conjugal devienne le lien prioritaire et dominant et qui peut même l'amener à délaisser un peu tous les autres liens, ou en tout cas moins en force. Alors que chez les femmes, on peut remarquer, même si on est dans le corridor où il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, on est tous des humains, mais il y a quand même des distinctions encore. Chez les femmes, on va voir que être mère, par exemple, va être très, très nourrissant. Même c'est pour ça qu'on peut remarquer des fois qu'au niveau de la vie sexuelle, ça peut être difficile après l'arrivée des enfants parce qu'elle est tellement nourrie par l'affectif au niveau des enfants que, tu sais, elle se nourrit, elle est soupée de sa coche, tu sais. Fait que, oui, puis même au niveau des statistiques, on remarque aussi qu'après une rupture, les hommes vont rapidement ou plus rapidement revenir en couple pour retrouver ce lien-là, puisque la femme va avoir des occasions autres d'être nourrie. Ouais. Tout ça peut nous interpeller aussi sur la gravité des gestes posés parfois, dont on est rendu à 13 ou 14 femicides, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un lien toxique, oui. Oui, oui. Bien, allons-y. Allons-y. Écoute, je pense que quand on parle de reconstruire un lien, une des premières choses que j'ai mis en évidence, c'est travailler au niveau de sa tête. On sait que tout part de la tête. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Tout part de notre pensée. C'est la pensée qui régit le reste. C'est la pensée qui régit les émotions, qui régit le comportement. Fais juste penser que tu es inquiète parce que tu as eu une bosse suspicieuse et que tu attends dans le bureau du médecin, tu veux mourir ta vie en attendant le résultat parce que tu penses que tu as assurément le pire des scénarios. Quand tu arrives dans le bureau du médecin qui dit « Tout va bien, Emmanuel », tu as envie de l'embrasser, s'il est cute encore plus, mais tu as envie de l'embrasser, de lui sauter dessus, et ta pensée, en 2 secondes, de changer comme un truc de PowerPoint, et tout d'un coup, tu es soulagé comme si tu pesais 50 livres de moins. Mais tout ça a été fait par ta pensée. Donc, une des choses qu'on a remarquées durant la pandémie, c'est qu'on était toujours en état d'urgence. Comme si on était, puis là, je parle comme si c'était fini, mais on est quand même en train de s'en sortir, comme si, et c'était ça aussi, une menace. On était toujours en sentiment d'urgence parce qu'une menace évidente planait. Donc, on était toujours en train de se... Et ce que ça a créé, c'est qu'on s'est mis à sentir des menaces partout, même au niveau relationnel. Puisque le relationnel était touché par la menace que quelqu'un... Oui, c'est ça. Tu comprends?
Donc, imagine comment ça peut toucher le relationnel en disant, si je me tiens loin, je me protège. Imagine ce que la pensée, comment ça peut être perturbé et créer une distorsion au niveau de la pensée. Au lieu de penser que les humains nous font du bien, on pense que les humains peuvent nous faire du mal. Imagine comment ça hypothèque le relationnel, ça. Ben oui. Parce qu'on n'est pas habitué à ça, là. On est habitué d'être en contact avec les autres, fait que ça venait carrément à l'inverse de ce qu'on est. Là. Oui. Fais juste penser que le petit bout de 4 ans pouvait faire mourir grand-père. Non, mais imagine comment c'est rendu fort au niveau de la tête. Donc, pour se désintoxiquer et être capable de retourner dans le relationnel, 2 petits mots, Emmanuel, que je vous propose. OK? Ce qu'on appelle travailler le thermomètre de gravité. Comment on fait? Travailler avec le mot, est-ce que c'est plate ou c'est grave? Là, ça a l'air de rien, là. Mais quand tu as à te positionner devant une situation, est-ce que c'est plate ou c'est grave? Va t'aider à travailler sur ton thermomètre de gravité et de te permettre de te rapprocher des événements où il y a des personnes, te rapprocher des situations et d'être capable de calibrer. OK? Est-ce que c'est plate ou c'est grave? Va te permettre de savoir si c'est juste plate, on s'en fout. Je veux dire, c'est juste plate. Là. Donc, si c'est grave, on trouvera une solution. OK. OK? Bob Marley a dit tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est parce qu'il n'y a juste pas de problème. Donc, c'est peut-être juste plate. Te désintoxiquer de l'impression que tout est une menace. On travaille sur le thermomètre de gravité. Est-ce que c'est plate ou c'est grave? Ça, c'est le premier élément pour travailler au niveau, je dirais, du contrôle de la pensée, d'une pensée qui pourrait devenir vagabonde vers les scénarios d'horreur. OK. Ça, c'est le premier. OK. Le deuxième, le réflexe du positif. Bon, on a été tellement imbibé du négatif qu'on est constamment dans le réflexe du négatif. Le négatif est 5 fois plus fort que le positif. Si tu as fait une bonne journée, mais qu'il t'est arrivé un petit élément négatif dans ta journée, tu retournes dans la voiture, tu as l'impression que ta journée était de la merde complète parce qu'il t'est arrivé un petit élément. Donc, ce que je vous propose encore, je vais vous en donner 2 au niveau de la pensée. Donc, le premier, est-ce que c'est plate ou grave? Le deuxième, c'est travailler au niveau du réflexe du positif qui dit « et pourquoi pas ?» au lieu du « oui, mais ». OK? Donc, oui, mais on est dans la retenue et on ne bouge plus. C'est comme si on sautait sur une trampoline, Emmanuel. Tu vas être brûlé à la fin de ta journée, mais tu n'auras pas bougé. Je veux dire, tu vas être rendu à la même place. C'est ça. C'est être réaction, c'est être dans le oui, mais, c'est chercher des coupables. Dans le et pourquoi pas, tu es dans l'action, tu prends une corde à danser, tu sautes, mais tu avances. Donc, au niveau de la pensée, le réflexe du positif, c'est remplacer les oui, mais par et pourquoi pas. Ça va vous aider à vous désintoxiquer aussi de cette retenue d'aller dans le relationnel. Donc, c'est les 2 petits éléments que je voulais vous amener au niveau de la tête. Puis même, ça me faisait penser de se ressouvenir des événements positifs de notre journée, tu sais, avant de se coucher aussi, tu sais, de se trouver comme 3 trucs qui ont bien été dans notre journée. Tu sais, juste ça, des fois, effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup axé sur notre négatif, mais puis c'est de trouver aussi des affaires positives, tu sais, ça peut être bien banal, là. C'est pas obligé d'être très gros, là. Tu sais, je sais pas, moi, le sourire de mon enfant quand je suis allée le porter, quand je suis revenue le chercher de la garderie, tu sais, ça fait que c'est super intéressant. Tellement vrai. Tu sais, Emmanuel, moi, là, à la sortie de mon lit, j'ai un petit tapis qui s'appelle, c'est un petit tapis que j'avais trouvé qui, au pied de mon lit, c'est « La vie est belle ». Ouais. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, j'ai même une petite boule là, où c'est marqué « La vie est belle », tu sais, les petites boules où il y a du... Okay, tu la brasses. Puis, et avant de me mettre le pied hors du lit le matin, je regarde mon tapis, je me dis, si tu n'as pas trouvé au moins une chose, tu restes dans le lit. Et tu es obligé de te lever, fait que finalement, tu travailles à trouver quelque chose. Aujourd'hui, tu étais « Ma vie est belle », Emmanuel. Donc, aujourd'hui, c'était ma petite fraise des champs, sucrée et savoureuse de la journée. Donc, on appelle ça de la programmation. On peut se donner, puis je trouve ça très intéressant ce que tu dis, se donner des habitudes. Donc, si je prends l'habitude tous les soirs de trouver 3 éléments, ça devient un réflexe. C'est pour ça qu'on parle du réflexe du positif. Même chose, moi, tu vois, je le fais le matin.
Oui, c'est ça. Puis on pourrait le faire les deux, ça serait une maudite bonne idée. Mais tu sais, tu as remarqué que dans la vie, il y a des gens qui sont grognons, qui sont négatifs. On dirait qu'ils voient le verre toujours à moitié vide. Hein? Oui, c'est Alors, ça. peut-être voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, le réflexe du négatif, c'est facile à avoir. Le réflexe du positif, donc ça se travaille très bien. Puis c'est un très bon exemple que tu as donné. Puis il y en a plein de petits exercices comme ça. Tu vas fouiller sur Google. Puis prenez l'habitude de les placer à un moment précis pour qu'ils deviennent un réflexe et que ça te manque. Donc, si ça te manque, tu vas avoir le goût de l'insérer au quotidien. Et c'est les tout petits gestes au quotidien qui font la différence plutôt que de le faire une fois par année, le 1er janvier, parce que là, tu sais, c'est les résolutions que tu tiens. Oui, effectivement. Ouais. Donc, ça, c'était pour la tête. Fait que ça, c'est clair, Emmanuel, pour le point numéro 1. Oui. Deuxième point numéro 2, le cœur. Donc, c'est toute la gestion des émotions. J'en ai mis 2. Je pense qu'une des choses qui nous empêche de recréer des liens, c'est l'anxiété. Ouais. Moi, 70 heures semaine en consultation privée depuis le début. Là, actuellement, je suis quelques semaines à recharger les batteries, mais je n'ai pas arrêté du tout. 70 heures semaine. Et je dois te dire que 80% des gens qui venaient à moi étaient baignés d'une anxiété presque incontrôlable. OK. Et je fais un lien direct entre la santé mentale et l'anxiété. Le trouble anxieux est pour moi celui qui a été la vedette de cette pandémie-là. Et là, été, en tout cas dans ma pratique, c'est ce que j'ai vu le plus, et de tous les âges, Emmanuel. Petit pit de 7 ans qui s'assoit devant moi, là, avec ses parents, parce que moi, je demande toujours que les parents soient là. Ben oui. Donc, j'ai vu de l'anxiété de tous les âges, de tous les portefeuilles. Tu sais, ça choisit pas. Non, c'est ça. Et la pire des anxiétés, c'est l'anxiété d'appréhension. On appréhende l'avenir. Pourquoi c'est la pire? Parce que tu n'as aucun moyen de contrôle de l'avenir. C'est-à-dire, tu es dans le présent, tu as peur pour dans 2 jours. Mais ta seule force de frappe, c'est là, ici, maintenant. Mais tu as peur pour dans 1 heure. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne peux rien y faire. Donc, l'anxiété d'appréhension est la plus dommageable, celle qui te retient le plus. Et une des façons de le travailler, j'appelle ça le sifflet. Puis ça se fait bien comme adulte, ça se fait bien avec les enfants aussi, c'est de voir un gros sifflet. Des fois, les images mentales, ça nous aide, de siffler l'esprit pour qu'il revienne dans le présent. Et parce que c'est là que tu as ton pouvoir d'action, et de nommer ce qui est là, concrètement. Donc, je pourrais dire, bon, là, je suis avec Emmanuel, elle a un joli gilet orange, elle a une qualité d'écoute parfaite, on est bien ensemble. Et on termine toujours par la phrase « Ici et maintenant, tout va bien ». OK? Un peu comme un mantra. Si je le fais avec un enfant par exemple de 7-8 ans, je vais lui dire, hein, on siffle pour que ça revienne. Il faut qu'il voit le sifflet, tu sais, pour ramener l'esprit, donc vraiment une image mentale. Et on va dire, regarde, tu manges ton sandwich aux poulettes, un petit maillot sur le bord de la bouche, mais t'es cute pareil. On est bien ensemble. Et on termine toujours par ici, maintenant, tout va bien. Donc, une activité de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire programmer l'esprit pour le ramener là où il y a du pouvoir. Et tu remarqueras, Emmanuel, que la plupart du temps, quand tu arrives ce que tu apprendais, tu es toujours meilleur que tu pensais. Dans la plupart des cas, tu as remarqué que c'était pire quand tu l'imaginais. Puis quand tu y arrives, je ne sais pas trop pourquoi, tu as ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Fait que le sifflet, ben moi, je l'appelle comme ça. En fait, le dernier livre que j'ai fait paraître, pas toujours, c'est un des éléments qui se retrouve dedans. Là, j'ai l'air de faire du placement de produit, mais c'est parce que des fois, les gens trouvent ça intéressant et ils veulent ajouter du gravy. Tu sais. Donc, le sifflet, c'est vraiment actualiser notre pouvoir dans le ici et maintenant, puisque l'anxiété nous amène à ne plus rien faire. Ça nous paralyse, l'anxiété. C'est fou, là. Tu coupes tout ce qu'il y a autour. C'est ça, c'est comme si on fait rien que vivre par anticipation au cas où que, puis on prend beaucoup trop de précautions, puis on est même hyper vigilant dans tout ce qu'on fait. Fait que non, c'est effectivement. Absolument, tu sais. Ça crée des rituels, ça peut créer des troubles obsessifs, ça peut créer, tu sais, tout ça ne veut pas dire que tu as un trouble anxieux important, ça veut dire que ça peut être circonstanciel. N'importe qui sur Terre peut développer des épisodes anxieux et la pandémie a amené beaucoup d'anxiété. Puis on parle de santé mentale, là, tu sais. Fait que je trouvais ça important de le mettre comme le
numéro 1 à travailler au niveau de la gestion des émotions. Le deuxième, parce que je ne voulais pas en mettre beaucoup parce qu'on n'est quand même pas une fin de semaine ensemble. L'autre, c'est vaincre ses peurs. Les peurs, c'est les pires barricades. Hein, l'anxiété, c'est avoir peur, mais la peur, c'est ce qui va t'empêcher de recréer des liens. C'est ce qui va t'empêcher d'aller vers l'autre. Et une des choses pour travailler les peurs, c'est toujours de se demander, est-ce que c'est une certitude ou une hypothèse? Très souvent, tu prends tes hypothèses pour des certitudes. Exemple, je ne l'appellerai pas, la dernière fois que j'y ai parlé, elle avait l'air bête. OK? Donc, c'est une hypothèse. Ce n'est pas du tout une certitude. Et encore une fois, les hypothèses sont souvent des très mauvais indicateurs. Quand tu vérifies, ben, tu es peut-être juste en période menstruelle et tu as mal au ventre. Non, mais on relie beaucoup trop de choses à nous, Emmanuel. Trop souvent, on se l'approprie en pensant qu'on est l'acteur de ce qui se passe. Fait que vaincre ses peurs est assurément la première façon de se propulser dans une vie relationnelle. C'est comme si les autres devenaient une phobie quasiment, ou de pas avoir, c'est ça, de pas vouloir être en contact par peur de donner le virus aux autres. C'est par peur effectivement, on l'entend souvent. Là. Et je pense, et ça, c'est sûr que là, vous me demandez mon avis. Je pense que pour être capable de maintenir une population dans l'obéissance comme ils ont été, la peur est devenue l'outil premier. Oui, malheureusement. Je suis d'accord. Fait que, tu sais, je pèse mes mots là, parce que je veux respecter tout le monde, puis toutes les opinions sont dans la nature. Mais je crois que pour garder un peuple, c'est la peur qui a été utilisée. Et quand on installe pendant autant longtemps, tu sais, on parle de 3 cycles de 21 jours pour installer une habitude, hein? Alors, on a dépassé largement ça. Fait qu'on est obligé de se déshabituer de s'approcher. Ouais. Se réhabituer, se déshabituer, se réhabituer. Et là, la peur s'est installée chez beaucoup de personnes. Et malheureusement, ça a créé de nouvelles habitudes d'éloignement qu'on doit travailler. Parce que pour travailler avec des personnes qui souffrent de phobie, n'importe laquelle, mais admettons une phobie spécifique là, de les chiens ou oui. Mais un des outils, c'est justement la désensibilisation. Fait que, veux pas, faut quand même reprendre contact avec les gens tranquillement, graduellement, à la rigueur, pour justement vaincre nos peurs. Tu as tellement raison. Tu sais, c'est simple et difficile à la fois. Mais l'exposition, c'est la façon de travailler. Tu sais, moi, je dis souvent que la peur et l'anxiété, c'est épidémique, mais le courage l'est aussi. OK? Parce que la façon dont fonctionne le cerveau, mettons que tu as peur de passer sur le pont. Peut-être le pont de Québec, tu as un peu raison, mais mettons que tu as peur de passer sur le pont. OK? Bien, si lorsque tu arrives pour passer sur le pont, tu as peur, tu es anxieux, et que tu prends la décision de ne pas passer, ton cerveau enregistre un soulagement qui est associé à l'évitement. Pour être bien, il faut que tu fasses de l'évitement. Donc, si les environnements sont pour toi un risque de peur, quand tu vas arriver à ton travail devant l'ascenseur, puis que tu n'es pas à l'aise, parce que c'est un environnement encore qui peut être en lien avec le pont, un environnement qui te fait peur, bien, ton cerveau va dire, rappelle-toi le pont. Tu étais sous bain quand tu as fait de l'évitement. Donc, la peur devient épidémique. Et moi, j'ai déjà eu un client qui me donne la permission de le dire, qui s'est arrivé sur le pont, ça a été l'ascenseur. Ensuite, il n'était plus capable d'aller aux toilettes, la porte fermée. Donc, il s'est mis à arrêter de boire et de manger pour ne plus aller aux toilettes au travail. Donc, imagine là, quand il m'a consulté, il était rendu là, plus capable de travailler. Tu comprends? Mais le courage devient épidémique. C'est-à-dire que si tu es devant le pont, parce que c'est un peu ça qu'on a fait, il a embarqué avec moi, on a traversé le pont, il était à moitié mort dans le fond du char, trempe à navette. Moi, j'ai dit, c'est une belle mort si vous mourrez avec moi, c'est quand même pas pire. Mais tu sais, il était... Mais ce que ça fait, c'est que l'anxiété monte, comme une montagne russe. Tu viens tout croche, là. Tu es 15 sur 10, l'anxiété. Mais tu as passé le pont, tu n'es pas mort. Et quand tu as le soulagement, le cerveau enregistre que pour avoir un soulagement, il faut affronter sa peur. Et là, ça devient épidémique dans l'autre sens.
On appelle ça l'exposition face au courage. Donc, ce que tu dis est tellement primordial que je voulais ajouter un peu de chair à l'os parce que c'est directement relié à faire ou devenir momifié. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, oui. Le troisième était le corps, c'est-à-dire le comportement et l'attitude. Moi, je pense que j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Je suis mariée depuis longtemps, mais je parle d'hommes inspirants, dont Nelson Mandela qui a dit « Dans la vie, tu gagnes ou tu réussis. Tu gagnes ou tu apprends. » Excuse-moi, Emmanuel. Et je pense que notre attitude et notre comportement est directement influencé par cette phrase-là. C'est-à-dire, il faut que tu te donnes le droit à l'erreur. Ouais. Si tu ne te donnes pas le droit à l'erreur, tu ne feras plus rien. Tu vas couper les liens avec les autres. Être en relation avec les autres, Emmanuel, c'est faire des erreurs. C'est dire la phrase que tu ne voulais pas au bon moment. C'est faire une gaffe. C'est pas être à la hauteur de ce que tu voulais parce que tu étais fatigué. Mais si tu ne te donnes pas le droit à l'erreur, tu vas couper les relations pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, la phrase de Nelson Mandela m'a toujours guidée. Tu gagnes ou tu apprends. Et quand tu vis des relations avec les autres, puis tu t'envoies un party de blé d'Inde, puis tu trouves que tu as été moche avec quelqu'un, puis tu t'en retournes chez vous, demande-toi qu'est-ce que tu as appris plutôt que de te dire tu as été horrible, tu sais. Qu'est-ce que tu as appris? Et quand tu as cette philosophie-là, ton attitude et ton comportement est imbibé de je peux aller vers l'autre, sachant qu'on est tous imparfaits. Ça fait en sorte. Oui, puis ça fait en sorte que la prochaine fois, on va vouloir y retourner, puis on ne recommettra pas nécessairement l'erreur, entre guillemets, qu'on a faite. Fait que, au moins, on ne sera pas dans la peur de l'évitement, puis comme on parlait tantôt, là, la peur de se tromper, puis la peur du jugement, puis la peur de tout. Là. Mais au moins, effectivement, en ayant le réflexe de se demander qu'est-ce qu'on a appris de ça, au lieu de se taper sa tête en se disant que ça avait mal été, ben c'est vrai, on ne reproduit pas nécessairement. Oui, oui, puis ça change, ça dégage. C'est comme si on avait une sinusite émotive, puis là, ça dégage en se disant, écoute, je vais faire de mon mieux. Puis tu pars avec la liberté de pouvoir aller vers l'autre, recréer des liens, mais aussi et surtout accepter les erreurs des autres. Parce que tu sais, des fois, tu te coupes relationnellement parce que tu es incapable de vivre avec l'imperfection des autres. Donc, tu ne pardonnes pas ou tu ne cherches pas à faire évoluer cette relation-là. Ou bon, fait qu'il faut aller vers soi, mais pour aller vers l'autre, je pense qu'il faut être capable d'accepter qu'on est tous complètement imparfaits. Oui. C'est drôle, hein, parce que les deux précédents balados, les trois, en fait, précédents balados que j'ai faits, il y en a eu un sur le lâcher-prise, il y en a eu deux sur la pleine conscience. Mais à date, là, à chaque point qu'on nomme, j'ai comme l'impression qu'on fait un gros wrap-up de tout ça. Comme si, parce que là, c'est ça, dans le fond, c'est une attitude aussi de lâcher prise, de se dire on a le droit à l'erreur, puis de ne pas être dans une rigidité, puis dans une ouverture à ce qui peut arriver, d'accueillir, là, comme dans la pleine conscience. Fait que c'est pour ça ça me faisait penser à ça. C'est le fun parce qu'au fond, les gens qui l'ont écouté vont poursuivre leur réflexion dans la même direction, tu sais. Oui, effectivement. Oui, puis tu sais, l'idée là-dedans aussi, c'est de ne pas rester dans la salle d'attente. Tu sais, très souvent, on attend le bon moment. C'est un mythe, il ne viendra pas. Oui, des fois, il faut avoir une question de timing pour parler à quelqu'un, avoir une communication ouverte. Mais en règle générale, si on attend, tu sais, les gens disent, ben, je ne suis pas assez vieux ou je ne suis pas assez mince, les enfants sont encore à la maison, tu sais, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai ceci, alors que la vie, c'est ici et maintenant, tu sais. C'est pour ça que la dernière chose que je vais vous donner au niveau de l'attitude et du comportement, c'est commencer toujours par vous fixer sur le premier geste à poser pour sortir de l'isolement ou pour créer des liens. Au lieu de penser à l'espèce de climat parfait pour que ça se passe, là. Oui, c'est ça. OK? Quel premier geste tu peux faire? Peut-être qu'après nous avoir écoutés, là, il y a quelqu'un qui va avoir envie juste d'envoyer bonne journée à quelqu'un avec qui ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Peut-être qu'il va avoir juste envie de dire, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ma voiture pour aller à l'épicerie. Je le fais pour la première fois toute seule sans attendre personne d'autre, tu sais. Puis je souris. Parce que même si on a un masque, on les voit les yeux souriants. Oui, c'est vrai. Donc,
arrêtez de penser qu'il faut créer un plan d'action complet. C'est comme l'effet domino. Si tu places un premier domino, tu donnes une pichenote, tous les autres vont Oui. une espèce de circuit. Hein? Donc, l'idée là-dedans, c'est fixez-vous sur le premier geste à poser et il va enclencher les autres. Le premier geste qui va faire que vous êtes en train de créer une occasion unique. C'est pas compliqué là, de juste texter quelqu'un pour dire bonne journée. Là, c'est rien de difficile ou de qui coûte de quoi. Ça... Oui, puis souvent les gens vont s'arrêter en se disant mais qu'est-ce qu'il va penser? Ouais. Mais à partir du moment où je fais quelque chose de gentil, le reste ne m'appartient pas. Exact. Donc, retournez-le vers vous. Est-ce que ça a été respectueux? Moi, j'ai 3 mots, Emmanuel. Respect, empathie, politesse. Si c'était respectueux, que c'était empathique, puis que c'était poli, le reste, ça ne m'appartient pas. Effectivement. Le dernier, l'environnement. On parlait de la perception. Souvent, on va dire, tu sais, tu peux être 10 personnes à vivre. Ben, je ne sais pas combien de personnes vont nous écouter. Peut-être que si on jaserait avec les personnes, pas un aurait retenu la même affaire. La perception, c'est notre façon d'analyser, de percevoir comme nos lunettes là, pour voir la vie. Et ça fait toute la différence entre foncer ou se retenir, créer un lien ou rester dans l'isolement. Et là-dessus, j'aurais envie de parler de la puissance des mots. On dit que les mots répétés deviennent notre vérité. Et on parlera de l'étiquette. C'est-à-dire qu'on porte les étiquettes qu'on répète. Donc, si les gens, puis je dis souvent, on est notre pire bitch. Hein? Souvent, on est les pires personnes pour se répéter les affaires, pour se créer des barrières. Mettons, exemple, tu dis, ouais, mais moi, je suis gênée. Moi, je suis gênée, Emmanuel. Moi, je suis gênée. Répète-toi ça pendant 3 cycles de 21 jours. C'est sûr que tu vas y adhérer. Donc, la puissance des mots, c'est qu'est-ce que tu te répètes pour avoir l'étiquette que tu veux avoir. Donc, ça pourrait être plutôt je suis bien moins timide que je le pense. Ça ne veut pas dire que tu crées quelqu'un qui n'existe pas, mais je suis bien moins timide que je le pense. Je suis bien meilleure que je le pense. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours le côté fort de toi-même qui t'accompagne. Donc, les phrases sont importantes, les mots sont importants. Faites attention aux mots. Faisons attention aux mots que nous utilisons avec les enfants, avec les ados, avec nous-mêmes. C'est ça, je partais pour dire avec les enfants, souvent, on va avoir une tendance à dire « Ah, ça, c'est mon petit TDAH » ou « Ah, ça, c'est mon petit Boswell. » Non. Tu as raison. Hey, moi, j'étais à la radio, hein, les gens, ils vont voir quand même ma bête. Fait que même si on est à la radio, ils nous reconnaissent. Puis j'ai toujours beaucoup de bonheur que les gens viennent nous voir, un peu moins en pandémie, mais là, je vois que ça recommence. Ils sont contents de venir nous saluer, tout ça. Quand j'ai la petite maman qui est tellement fière de me présenter, petit prout de 6 ans, en me disant ça, c'est notre petite Anna. J'ai quasiment envie de sortir une carte d'affaires en disant va pas là. Parce qu'à force de dire, il va vouloir l'actualiser parce que fait que les mots répétés deviennent une vérité, Emmanuel. Je te le dis, lève-toi tous les matins en disant et que je suis malade, et que je ne suis pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le reconnaître, mais les mots que tu utilises vont te programmer. Fait que ta perception va être directement influencée. Si tu te mets à dire, moi, je pense que ma belle-mère ne m'aime pas. Ah, moi, ma belle-mère ne m'aime pas. Bien, tu vas en être tellement convaincu que ta perception va être faussée et va te donner une impression solide et même ton comportement va être influencé. Ça risque de créer un lien de merde parce que tu es tellement convaincu que tu crées la situation. Fait que la perception, l'environnement est créé beaucoup par la puissance des mots. Donc, c'est vraiment là-dessus que je voulais attirer votre attention pour... Puis, tu sais, la perception va être influencée par notre espoir. Selon, encore une fois, les études, on dit que les gens qui croient, peu importe la religion, là, okay, qui croient à une religion, n'importe laquelle, ont souvent plus de facilité à passer à travers les épreuves. Parce que cette croyance-là les amène à avoir une espèce d'espoir. Tu comprends? Donc, croire, c'est important. Croire en soi, croire en la vie, croire en sa bonne étoile. Croire. Monter l'escalier, même si tu vois juste la première marche, va faire la différence entre une perception qui est rengorgée de positif et de courage ou qui démissionne et qui a l'impression que tout le monde est contre eux.
Mm. Donc, ça, c'était pour l'environnement. Donc, là, on a fait le tour vraiment des 4 points, Emmanuel. Je ne sais pas comment tu trouves cette... est-ce que ça fait un petit tour? Oui, c'est parfait. Puis, tu sais, je me disais aussi avec tout ça, tu sais, ça nous a fait bien comprendre aussi c'est quoi les grands défis pour recréer des liens. Mais je me demandais, tu sais, ultimement, là, en quoi les liens sociaux ou notre réseau social est un facteur de protection pour la santé mentale. Ah Parce que, oui, puis tu sais, on parle de liens sociaux, tu sais, pas nécessairement juste la famille, mais ça peut être les oui, collègues, les amis, absolument. tu sais, Absolument. n'importe quel type de relation finalement, là. Puis tu sais, en quoi c'est un facteur de protection pour notre santé mentale? Totalement raison. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai dû m'arrêter parce que je n'aurais mis plein, tu sais. Puis, il y a plusieurs types de relations qui ont toutes leur façon de nourrir. Les relations Mhm. d'amour, pas nécessairement juste amoureuses. La relation d'amour, c'est, tu sais, je peux être à l'école et aimer mon enseignant là, de façon, je ne suis pas amoureuse, mais il y a les relations d'amour, relations d'amitié. Tu remarqueras dans les relations d'amitié, tous les amis ont leur rôle. Il y en a une avec qui je ris, puis l'autre avec qui je me confie, puis l'autre qui me donne un coup de pied au derrière pour me motiver. Donc, C'est ils ont tous vrai. des rôles. Et il y a les relations d'affaires. Les relations d'affaires, c'est les gens que tu n'as pas nécessairement choisis, mais qui font partie de ton environnement et qui créent aussi un attachement. Peut-être que c'est toujours le même boucher que tu vas voir à l'épicerie, mais il fait la différence tous les lundis. Le collègue de travail, etc. Fait que toutes ces relations-là deviennent importantes. Donc, j'ai sorti quelques éléments, puis, tu sais, j'ai envie d'y aller un peu comme à la pièce, puis juste Oui. les énumérer, puis tu verras comment tu as envie de les utiliser aussi. Juste ça, au fond, c'est de vous convaincre à quel point c'est important. Tu sais, quand un parent me dit, Paul, il est toujours tout seul dans le cours de récré, mais il est Ouais. bien. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute, OK? Ça se peut que tu aies besoin de solitude des fois, que tu as besoin d'avoir la paix. Ça se peut, Emmanuel. Et si tu es toujours toute seule dans le cours de récré, pour moi, il y a autre chose. C'est que tu es mieux toute seule parce que tu n'es pas capable de créer un lien qui n'est pas toxique ou parce que les autres te font du mal ou parce que tu n'arrives pas à t'intégrer, parce que tu te protèges contre une menace, tu sais. C'est Mais ça, on a c'est ça. tous besoin. Il en est peut-être venu à un mécanisme de défense pour se Oui, protéger parce qu'à chaque fois qu'il a essayé, ça a été la chenoute, là. oui, Effectivement. Mm. oui. Mais moi, je crois profondément qu'on a tous besoin, tu sais. Mm. Et j'ai parlé de plusieurs relations. On n'a pas tous besoin d'être en amour, mais d'avoir des relations. Tu sais, je regardais, j'ai une petite madame, là, tu sais, elle n'est pas en amour, elle n'a pas d'enfant, mais elle fait du bénévolat tous les mercredis. Et ce bénévolat où elle rencontre d'autres petits cœurs sur deux pattes, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Et c'est pour ça que dans la pandémie, il y en a qui ont chuté. Pas qu'il y avait besoin de beaucoup de relations, mais celles qu'il y avait faisaient la différence. Donc, quand on parle de pourquoi la santé mentale est rayonnante, quand on est capable d'avoir des relations, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Sentir que je compte pour quelqu'un, sentir que je suis estimée. Tu sais que les idées suicidaires chez les personnes âgées sont très importantes. Mm. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont plus utiles pour personne. Ils n'ont pas d'appartenance. Tu Mhm. sais? C'est vrai. Se sentir utile, contribuer à la vie de l'autre. Sentir qu'on est utile dans la vie, c'est comme le point numéro 1. Sinon, tu fais quoi dans la vie? Oui, c'est vrai. Sentir aimé, avoir de l'attachement, avoir de l'affection, avoir de la bienveillance. Moi, quand quelqu'un me dit la seule personne qui me touche, c'est ma coiffeuse, ça me touche d'une autre façon. Tu sais. Être touché, être câliné, puis on peut être câliné avec des mots. Là, tu sais. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, mais on peut avoir sentir que quelqu'un est en affection pour nous. Sortir de la solitude. Parce que si tu as quelqu'un quelque part, je prends juste ma mère, qui est rendue à 79 ans, tous les jours, je lui demande de m'appeler. Parce que c'est un niveau de protection qui me dit ça va bien aujourd'hui. Elle n'est pas tombée, elle n'est pas.
Tu comprends? Oui, c'est Donc, vrai. quand tu as quelqu'un sur qui te reposer, et on sait que durant la pandémie, les gens qui s'en ont sorti le mieux, c'est les gens qui pouvaient communiquer, avoir au moins un téléphone. Il y a eu des trucs de bénévolat, des ados. Moi, je travaillais avec des ados merveilleux qui faisaient des appels aux Des personnes appels isolées. d'amitié, oui, oui, effectivement. Puis, tu sais, on vient aussi combler l'utilité, tu sais. Elle se sent utile parce qu'elle a comme quelque chose à faire, une tâche à accomplir, appeler ma Oui, fille. puis sentir que quelqu'un va t'appeler. Imagine, tu passes des semaines où tu sais, il y a des gens qui disent pas, je pourrais mourir toute seule et personne ne le saurait. C'est horrible, tu sais. Ouais. Fait que, puis, tu sais, le bénéfice, j'appelle ça des bénéfices collatéraux, c'est-à-dire qu'être en relation, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est l'écoute, c'est la sécurité, c'est ce que je disais avec ma mère, entre autres. Se sentir en sécurité, qu'il y a quelqu'un à quelque part qui va s'apercevoir que tu n'es pas là. C'est fort, ça. Écoute comment c'est fort. Être en relation, c'est expérimenter, c'est évoluer, c'est l'obligation de s'adapter aussi, faire des compromis. Et on sait qu'une adaptation souple nous prévient des épreuves, nous prévient des difficultés, parce que plus ton adaptation qui est souple, plus tu es capable de faire du surf ces vagues. C'est ça, puis ça nous prévient d'un stress aussi, d'un stress chronique, là, où est-ce qu'à force d'être capable de s'adapter, de se moduler avec ce qui se passe, ben, ça va nous prévenir ce genre de filet de sécurité-là, effectivement. Oui. Puis ça se pratique, tu sais, combien de personnes, tu sais, on utilisait l'expression vieux garçon, vieille fille, avec ses habitudes rigides, parce que tu n'as pas à faire de compromis, tu n'as pas à négocier, tu sais, fait qu'avoir des gens dans ta vie, ça t'aide à avoir une adaptation plus souple, puisque tu es obligé de faire des compromis et de voir que, ben, être avec quelqu'un d'autre, c'est partager, c'est bon. Les projets nourrissants. Oui. C'est fou comment c'est stimulant de partager une idée commune vers un projet. Comment la motivation est quintuplée. Tu sais, à l'époque, il y avait Weight Watchers, je ne sais pas si ça existe encore. L'idée, c'était de se rassembler, tout le monde, ils se rassemblaient tout le monde, puis ils se pesaient ensemble. Puis pourquoi? Parce qu'il y avait l'effet du groupe. Tu sais, là, les gens qui vivent de la toxicomanie, moi, ils me consultent. Toujours, je vais travailler avec un regroupement parce que je crois que moi, toute seule, ça ne marche pas aussi bien que vivre en communauté, partager, parler, se regrouper, partager des histoires, des difficultés. Bon, je pense qu'on a besoin d'un réseau. Un projet nourrissant va tenir compte de plus d'une personne, souvent. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir un réseau varié, mais tu sais, en lien avec ça, c'est effectivement le fun d'avoir un réseau comme plus ciblé et spécifique par rapport à une problématique, si on en vit une, évidemment, mais tu sais, dans le sens où quelqu'un qui va vivre des événements, tu sais, je fais rien que prendre l'exemple des membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble en santé mentale, tu sais. Oui. Ces gens-là, des fois, ils vont avoir des beaux réseaux autour d'eux, tu sais. Mettons que, je sais pas, si c'est une maman, son garçon souffre de schizophrénie, mais tu sais, cette maman-là, elle a plein de chums de filles, elle a un super de beau réseau, mais quand vient le temps de pouvoir se confier face à la maladie de son fils, elle a des commentaires des fois que, des fois, ça peut être bienveillant, bien attentionné, mais il manque le petit quelque chose, il manque le côté où est-ce que, des fois, elle aurait le goût de dire à quel point elle n'en peut plus ou peu importe, mais tu sais, elle se sent comme coupable de le dire à ses amis ou, tu sais, le peur du jugement ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, c'est le fun des regroupements comme ça ou même pour ceux qui souffrent de toxicomanie où est-ce qu'ils peuvent vider leur sac sans aucune gêne parce que tout le monde les comprend puis tout le monde aussi comprend le second degré. Tellement. C'est intéressant, ces liens-là aussi. Écoute, tu donnes des exemples tellement riches. Moi, je crois beaucoup à la force et l'impact du groupe. Et il y a eu des miracles qui ont été faits par la capacité de ne pas se sentir toute seule, de ne pas se sentir jugée, d'écouter des histoires qui sont semblables à la nôtre, de ne pas avoir à tout expliquer. Maman là, qui vit avec un jeune homme schizophrène et qui est assis à côté de l'autre maman qui vit la même chose, n'a pas à tout expliquer. Non, ils se comprennent naturellement. Oui, se déposer. Et moi, je trouve que l'impact d'un groupe, puis tu sais, c'est pour ça que des fois, les gens qui
qui vont au bingo, par exemple, puis où il y a beaucoup de personnes peut-être du même âge, c'est une autre façon de briser l'isolement à travers une activité qui va regrouper des gens qui ont des similitudes, qui sont plus homogènes. Parce que tu te retrouves avec des similitudes qui vont créer des complicités, des compréhensions. Moi, je crois beaucoup à la force de ces groupes qui sont plus ciblés ou même des mamans qui allaitent, des petites mamans, là, je voyais passer dans ma rue là, avec la distanciation, mais il y avait leurs petites poussettes, se rassembler au parc. Je pense il y a un proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Oui. Pour moi, ça, c'est, de tous les temps, il y a 100 ans, sur les perrons d'église, les gens se rassemblaient dehors. Oui. Parce que c'était le moment où on prenait le pouls, où on se faisait du bien. On a tous eu, de toutes les époques, besoin de se rassembler. Puis, moi, je dirais, pour terminer là-dessus, c'est l'importance d'une vie riche et épanouie. Je crois qu'on peut se donner plein d'excuses pour ne pas aller vers l'autre, mais je crois fondamentalement que les expériences qu'on a vécues qui nous ont blessés peuvent être une entrave à aller vers l'autre. Mais je crois profondément que pour aller vers l'autre, c'est un médium de guérison aussi. Je pense qu'on peut avoir été blessé beaucoup et s'empêcher d'eux et comprendre que pour guérir, il faut remonter à cheval. C'est ça. Et c'est comme ça que tu finis par guérir de relations qui ont été peut-être néfastes ou toxiques et ne pas penser que la vie, c'est ça. Mais que parfois, il y a des belles expériences, des fois, il y en a des moins belles, mais qu'il ne faut pas que quelque chose qui t'a blessé t'empêche de vivre ce qui pourrait te nourrir. Oui, parce que les liens aussi, ça permet de réduire les impacts négatifs, mais ça nous permet aussi de nous rétablir plus vite par rapport à notre santé ou c'est ça. C'est vraiment essentiel. Puis c'est pas obligé d'être un méga réseau. Non. Juste des petites personnes clés ici et là, justement, comme on parlait, l'exemple du boucher tantôt, dans nos. Puis des fois, on s'en rend même pas compte à quel point ces petits détails-là de notre vie, on était tellement habitués de vivre à 100 000 à l'heure avant la pandémie. Puis là, pour plusieurs, ça nous a comme donné un méga break pour nous dire, prends donc le temps d'apprécier tous les mini-trucs que tu faisais, tu t'en rendais même plus compte, mais à quel point c'est donc agréable quand tu recommences à les faire. Puis, savoure-les parce que c'était tellement acquis. Puis, ça me fait penser, quand quelqu'un, mettons, va vivre une grosse maladie ou, je sais pas, moi, il va avoir eu un gros événement ou un accident qui a fait en sorte qu'il y a eu une grosse opération ou peu importe, là, puis il va se remettre de son rétablissement, puis souvent, ces gens-là, je les vois, j'en ai eu quelques-uns dans mon entourage, puis on dirait que leur façon de voir les choses après a changé, On dirait qu'ils savourent plus la vie parce qu'ils savent à quel point ils ont pu la perdre. Mais j'ai comme l'impression qu'avec la pandémie, il y a peut-être un peu ce twist-là qui a pu apparaître à tout le monde en même temps, que là, c'est comme si collectivement, on s'est rassemblés aussi. Il y a eu beaucoup de trucs plus bienveillants envers l'autre, justement, parce qu'on dirait qu'en gang, on vivait tous le même isolement. Fait il y a quand même eu des beaux mouvements d'entraide malgré tout, là. Tu as tellement raison. Écoute, c'est pas arrivé souvent et j'espère que ça n'arrivera plus aussi souvent. Mais c'est parce que quand tu vis quelque chose, souvent, tu le vis en célibataire, c'est-à-dire tout seul avec toi. Donc, tu es capable de te déposer sur les autres. Les autres vont bien, relativement bien. Là, on s'est mis à tout être en même temps. Tout le monde, on l'a tous vécu différemment, mais tout le monde. Donc, ça a créé une collectivité. Moi, je pense qu'on n'a jamais été si loin et si proche à la fois. On n'a jamais été. Et l'idée, c'est qu'il faut que ça reste. Parce que, tu sais, des fois, il t'arrive quelque chose de grave. Tu te dis, hey boy, que plus jamais je verrai la vie de la même façon. Mais des fois, ça fait juste un temps. Et moi, ce que je souhaite de tout mon cœur, Emmanuelle, c'est qu'à travers les difficultés, on crée des opportunités et qu'une de ces opportunités-là, c'est qu'on diminue la vitesse. On soit capable de. Quand les gens disent « j'ai pas le temps, j'ai pas le choix », pour moi, ça, c'est inacceptable. On a toujours le temps, on a toujours le choix.
Mais encore faut-il en être conscient et que ça devienne un pouvoir décisionnel. Et j'espère que ça va rester, qu'on va être capable d'établir des priorités qui vont vers les vraies priorités, tu sais. Puis que notre discours soit rassembleur plutôt qu'être un discours parce que là, on sent toutes sortes de tolérances différentes. Là, hein? Il y a des gens qui ont des discours d'impatience, je dirais. Mais qu'à travers ça, quand les gens auront guéri, auront évolué, qu'on soit capable de se dire, ben, ce qui m'a manqué de plus, c'est ce dont il faut que je prenne le plus soin. C'est ça. Donc, c'est vraiment cette réalisation-là. Et on est à peu près tous unanimes pour dire que ce qui nous a manqué le plus, c'est les autres. C'est les autres. Ça, c'est à peu près unanime. Il y a toujours des exceptions. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter en disant « J'étais tellement bien, je voyais personne, je n'avais pas me justifier. » Ça arrive. Mais en général, on pourra dire que c'est ce qui nous aura le plus manqué. Et je dirais, à travers des horreurs humaines, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu la vie et que ces proches-là n'ont même pas pu les accompagner, n'ont même pas pu... Tu sais, des histoires d'horreur. Ah oui. Donc, ça a été de petits drames à gros drames et de réaliser que finalement, au bout de la vie, tu auras beau avoir une grosse maison, tu auras beau avoir accumulé, mais qui va te tenir la main? C'est un peu là-dessus, tu sais, ça pourrait être une belle façon, tu sais, de déposer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ensemble, de dire, tu sais, au bout de la vie, là, qu'est-ce qui va te rester? Qui va te tenir la main? C'est pas ton portefeuille, c'est pas ta maison, c'est pas le nombre de robes que tu auras dans le garde-robe, tu sais. Puis si on l'a réalisé alors que la pandémie nous a fait penser à, on va peut-être tout perdre. Oui, effectivement. Les relations, c'est pas du luxe. Non. Tu sais, en fait, on est venu au monde parce qu'il y a eu des relations avant nous. Oui. Non, mais c'est la base de la vie, c'est parce qu'il y a une relation. Exactement. De quelle qualité, on ne le sait pas. Mais il y en a eu une. Fait que, tu sais, la vie même est à la base d'une relation. Fait que, toute cette richesse-là, et je crois que parfois, les habiletés sociales sont plus faibles. Des fois, on est plus gauche. Des fois, tu sais, une des façons de bien travailler ça, c'est de le nommer. Donc, peut-être je ne te dirai pas tout à fait ce que j'ai envie de te dire. Peut-être la façon dont je vais te le dire va être un peu boboche. Peut-être la façon dont je m'y prends, ce n'est pas celle que tu voudrais. Mais mon intention est sincère. Donc, des fois, on peut le dire, ça nous aide à aller vers l'autre plus facilement en nommant peut-être ce petit vice de procédure-là qui t'empêche d'aller vers l'autre. Une fois qu'il est nommé, tu sais qu'on désamorce ses émotions de 50%. Mais merci, merci infiniment de ta générosité puis de ton côté coloré aussi. Ça a été vraiment agréable de passer tout ce temps-là avec toi pour jaser de ce thème-là. Quand on savait qu'il fallait qu'on voulait parler de créer des liens, j'ai tout de suite pensé à toi, puis je suis très contente d'avoir réussi à trouver un moment avec toi. Merci beaucoup, Paul. Je suis ravie, puis j'ai envie de dire que si les gens veulent communiquer avec moi pour toutes sortes de raisons, Paul Levesque à commercial-yahoo.ca, Paul Levesque, les cheveux rouges, vous ne me voyez pas, mais j'ai les cheveux rouges. Sur Facebook, j'ai une page Facebook. Pourquoi je lance ce message-là? Parce que des fois, juste faire un petit envoyé comme ça, ou si vous avez un projet un peu fou d'une conférence ou n'importe, tu sais, des fois, comme j'ai envie d'être un virus qui contamine, il faut peut-être être capable de ce virus-là. Donc, j'ai été ravie. Et Emmanuel, ce qui me frappe le plus au niveau relationnel, c'est que j'avais l'impression que je te connaissais depuis toujours. Et j'ai eu cette impression-là comme si je voulais être nulle part ailleurs qu'être avec toi en ce moment-ci. Donc, pour moi, ça aussi, c'est la richesse du relationnel. Ah, ben merci. Effectivement, ça a été un très beau moment. Merci beaucoup. Au plaisir, Emmanuel. Bye. Allô tout le monde, c'est Emmanuelle, votre animatrice du balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, on se parle de comment créer et recréer des liens. À une certaine époque, chaque moment de la vie était intimement lié aux autres. Tout était une affaire de famille, une naissance, un mariage, un choix professionnel. Chaque membre de la famille prenait part aux décisions importantes des autres. Aujourd'hui, pour certains, la famille a perdu de son prestige.
La société dans laquelle nous vivons donne de plus en plus de valeur à l'individu lui-même. Est-ce que ça signifie pour autant que nous sommes capables de vivre sans les autres? On peut avoir le besoin d'être seul ou le sentiment d'être seul, mais on a besoin des autres. Quelques rares personnes apprécient la vie en solitaire, mais la plupart des individus aiment se sentir entourés, aimés et appréciés car l'être humain est un être social. Avec notre invité aujourd'hui, on va découvrir des trucs pour créer des liens. Bonne écoute!